Je suis très heureux d'être ici parmi vous ce soir. Bon, j'ai une petite émotion évidemment, puisque j'étais il y a quelques dizaines d'années, 20 exactement, sur ces bancs. Donc forcément de revenir ici à l'école d'architecture de Nancy, ça faisait un moment, depuis la HMO, comme tu le disais à l'instant, que j'étais pas revenu ici. Et en effet, finalement, quand tu m'as proposé de venir ici pour ce cycle de conférences, je me suis posé la question de ce que j'allais pouvoir apporter à un moment donné à vous, étudiants qui débutaient ici dans le domaine de l'architecture, du paysage ou de l'urbanisme. Euh, et en fait, je me suis dit que déjà, pour moi, c'était finalement un premier témoignage finalement de ce parcours. Parce qu'effectivement, il a été fait pas de tant d'étapes que ça, mais qui toutes ont été, qui ont apporté effectivement une pierre à ce chemin dont tu faisais mention. Alors j'écrivais des très belles choses à l'époque. Aujourd'hui, à l'ère de ChatGPT, je suis pas sûr que je ferais aussi bien. Mais en tout cas, c'est vrai que ce moment de la HMO, j'en dirai un tout petit mot aussi, a été assez important pour moi. Parce que bon, vous êtes en plein dans vos études, mais c'est vrai que quand on sort de l'école d'architecture au bout de 5 ans, bah, on est dans le monde réel et on se pose la question, qu'est-ce qu'on va vraiment faire, dans quel domaine on va exercer, où, comment. Et c'est vrai qu'en sortant de l'école, j'étais assez jeune pour le coup, j'avais 23 ans. Et je me suis beaucoup posé la question où je devais aller. Et je dis ça au sens où je vais me présenter un peu plus en détail, mais euh, je vais passer là. Voilà. Il y a eu deux expériences qui peuvent, t'en as mentionné une effectivement à Amsterdam, qui ont été marquantes dans le début de ma carrière, puisqu'à la sortie de l'école, dans le prolongement justement de ces ateliers que nous avons fait ensemble dans les Bauges, au parc naturel régional, c'est le premier constat finalement et qui va faire écho un peu tout le long de mon propos ce soir, qui est une expérience de méthode de travail qui m'a particulièrement plu, en tout cas, et c'est celle qu'on partageait déjà à l'époque, qui est celle de la transversalité. Et j'ai toujours trouvé que les structures des parcs étaient intéressantes de ce point de vue-là parce qu'elles avaient un vrai sens sur le territoire et à la fois, il y avait des métiers différents qui exerçaient dans une même structure. Et donc à la sortie des études, ma première petite expérience, c'était un stage au parc régional naturel des Landes de Gascogne, territoire que je ne connaissais pas du tout. Et cette petite expérience-là, elle a été assez marquante pour deux raisons différentes. À la fois parce qu'elle a confirmé cette idée, et j'ai travaillé avec des sociologues, avec des historiens sur l'habitat traditionnel landais à l'époque, et que je ne connaissais pas du tout, j'étais pas du tout du territoire. Et je me suis retrouvé d'ailleurs dans des débats assez intéressants de ce point de vue-là. Et ceci dit, c'était une structure ce sont des structures qui sont dans des territoires assez reculés. Je sortais d'années d'études à l'école d'archi et je me suis un peu senti seul dans ce contexte. Et en plus, j'étais littéralement au milieu de la forêt des Landes. J'avais 15 kilos de pain par là, 15 par là et 15 par là. Et donc, c'est là qu'effectivement, je me suis dit, bon, je vais tenter autre chose. Puisque c'est d'ailleurs, je ne peux que vous conseiller ça, c'est-à-dire de tenter des choses en sortant de vos études. Et donc, j'ai fait ce choix de partir à Amsterdam, effectivement. Alors, pas du tout dans le même domaine, pour le coup, parce que j'ai fait de la modélisation, des concours, voilà, vraiment l'agence en tant que telle. Mais je garde de cette expérience une forme comment dire, d'image de l'agence, on va dire, parfaite pour moi. Et je dis ça au sens où ça va faire écho effectivement tout le long de cette présentation, parce que qu'est-ce qui est en héritage, pour ma part en tout cas, de Christian de Villers, que j'ai rencontré un peu plus tard dans mon parcours, c'est à la fois une méthode, une pensée, la pensée du projet urbain, et cette transversalité, et à la fois une agence pluridisciplinaire, qui est d'ailleurs à peu près de l'échelle de celle dans laquelle j'étais à Amsterdam. Et donc aujourd'hui, effectivement, depuis donc dans ce parcours, je suis arrivé à l'agence De Villers et Associés en 2012.
où j'ai commencé directement à travailler sur des très grands projets aux côtés de Christian de Villers. Et entre-temps, il y a eu toute une transformation de l'agence, au sens où Christian souhaitait partir à un moment donné, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il n'est pas là ce soir. C'est parce qu'il a souhaité s'arrêter à un moment donné, à 75 ans, donc c'était quand même déjà un bel âge, par rapport au débat qu'on a sans doute aujourd'hui à l'Assemblée, sur les bancs de l'Assemblée et le départ à la retraite. Voilà, en tout cas, il est parti à 75 ans. Donc, il n'est plus aujourd'hui au sein de la structure. Et donc, héritage à la fois d'une pensée, mais héritage aussi d'une structure, une agence. Et ça fait le lien aussi avec la HMO, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que la HMO? C'est ce qu'on nous disait, en tout cas à l'époque, c'était dans cette idée de pouvoir diriger une agence aussi, sa propre agence. Et le fait d'avoir fait cette HMO m'a permis d'être associé de Christian de Villers. Donc je suis associé de Christian, j'ai été associé de Christian depuis 2017. Et ensuite, petit à petit, j'ai fait ma place dans cette agence et effectivement, j'ai pris la direction du pôle urbanisme, comme tu le mentionnais. Et depuis 2 ans, j'ai pris la direction générale de l'agence, au sens où j'avais toujours en tête de faire vivre cet idéal de mon agence dans laquelle j'étais à Amsterdam. Et je me suis toujours dit que si on veut le faire, il faut prendre cette place-là. Et j'essaie d'entretenir, alors je dis pas que tout est parfait, puisque j'étais très jeune, effectivement, quand j'étais dans cette agence à Amsterdam, mais le recul fait que, à un moment donné, on essaye d'avoir une ambiance de travail, une qualité de travail, une façon de travailler collective qui correspond à cet idéal, pardon. Donc voilà, c'est un peu le parcours que j'ai eu, et effectivement en parallèle, et j'y reviendrai un peu plus loin dans la présentation, je suis effectivement musicien. Je vous dis pas ça pour vous raconter ma vie en soi, je dis simplement ça parce que pour moi, ça a été, et je le faisais déjà effectivement quand j'étais à l'école d'architecture, ça a toujours été un à côté. Donc moi, ce que je vous conseille toujours aussi, c'est d'avoir autre chose dans la vie qui vous passionne. Et finalement, j'en suis arrivé à un moment donné dans ma vie où j'ai eu la croisée des chemins, c'est-à-dire entre l'architecture et la musique. Et c'était un peu le sens, effectivement, de ce mémoire de HMO, où je faisais ce parallèle entre le monde de la construction et le monde de la musique. Et finalement, ça donnait aussi un aspect un peu poétique à des contraintes qu'on peut avoir dans le monde du travail. Et c'est pour ça que j'avais effectivement fait ce parallèle-là à l'époque. Je vais m'asseoir pour avancer dans la présentation. Et évidemment, je vais commencer par un petit peu la pensée, vous raconter qui était Christian de Villers. Il n'est pas là ce soir et je n'aurai jamais la hauteur de parole de Christian de Villers. Donc j'ai pris un certain nombre d'extraits de citations que je vais vous lire au fur et à mesure. Je vous parlerai un peu de son parcours. Mais voilà, à la fois en tant qu'inspiration, à la fois en tant que pensée, et finalement une forme de regard sur ce que c'est que l'urbanisme. Et tu l'as très bien dit, son postulat de départ était effectivement de se positionner contre l'urbanisme réglementaire au sens propre et mettre en avant l'esprit du projet, le projet urbain et la forme urbaine. Le point de départ de la pensée de Christian, c'est tout d'abord le rapport au site. Pour lui, et finalement c'est aussi ce que vous nous avez enseigné au sein de l'atelier urbanisme à l'école d'architecture, c'est cette lecture du territoire. Il était un féru de balades urbaines, d'analyse du territoire, de photos du territoire. Il arpentait toujours les sites afin de comprendre le plus possible les lieux. Et donc il disait, s'inspirer de l'esprit du lieu, c'est accepter de douter, c'est refuser les recettes, c'est faire de la connaissance fine du territoire une matière première du projet. Et évidemment, le socle de sa pensée, c'était de se dire que tout ce qui était dans cette lecture du territoire, c'était l'essence même du projet urbain sur lequel il bâtissait, entre guillemets, les lignes directrices de son projet. Que ce soit à l'échelle du grand territoire d'ailleurs, ou à l'échelle de l'îlot, il avait vraiment cette même logique. Et logique qu'on a nous-mêmes pris
Voilà, j'ai fait un parallèle effectivement entre deux photos. C'était un peu une vision aussi que j'avais de Christian, qui était toujours à se balader avec l'appareil photo et prendre plein de photos qui caractérisaient l'espace et qui construisait ensuite son discours autour de ce qu'on appelle le genius loci, le génie du lieu. Ensuite, il disait souvent, on ne fait pas la ville, on accompagne sa transformation. Pour lui, effectivement, l'acte de faire de l'urbanisme, c'était pas un geste, c'était une méthode, et je l'ai dit tout à l'heure, qui s'inscrit dans un temps très long, qui évolue avec le temps, qui évolue avec une société. Et donc il y a une réponse vraie à un instant T, mais elle n'est pas nécessairement vraie plus tard, donc il faut sans cesse réinterroger cette pensée-là. Et c'est un peu cette idée-là qu'il a mis en œuvre dans quasiment la totalité de ses projets. Je vais passer assez vite parce que tu en as dit quelques mots déjà, mais simplement pour que vous sachiez, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de Christian de Villers. Donc c'est une figure majeure du projet urbain en France. Il est fondateur de l'agence de Villers et Associés qui aujourd'hui s'appelle DEA. Il a été formé à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier Pingusson. Il a été diplômé d'architecte DPLG pour le coup en 1971 et il a par la suite fait une maîtrise d'urbanisme à Paris 8, Vincennes. Il est ensuite parti aux États-Unis pour faire un master d'architecture à l'université de Pennsylvanie aux côtés de Louis Kahn. Et pour lui, pour le coup, il en a souvent parlé. Ça a eu une très forte influence dans sa façon de voir les choses, parce que Christian est à la fois un praticien, un théoricien, mais à la fois quelqu'un qui était dans une approche très technique de l'architecture et de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'il maîtrisait un grand nombre de notions qui font la richesse de la ville d'hier et d'aujourd'hui. Donc, comme tu l'as rappelé, effectivement, il a débuté sa carrière à l'AUA, l'AUA qui était l'atelier d'urbanisme et d'architecture, et qui a fondé aussi sa pensée, parce que je parlais donc de son agence. C'est comme ça qu'il a construit son agence, dans cet esprit-là, dans cet esprit d'atelier, où finalement l'AUA était une des premières agences. Alors tu as cité tu as cité les grands noms qui ont composé cette agence. Il en a été associé dans les années 70. Et effectivement, il a tiré de ça une méthode qui existe toujours aujourd'hui dans l'agence des Villers Associés DEA, qui est celle de l'atelier et de la pluridisciplinarité. On retrouve au sein de l'agence DEA plusieurs métiers, j'y viendrai un peu plus loin, mais principalement l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Cette agence, l'agence DEA, elle a été créée en 91, donc on fête les 35 ans l'année prochaine. Elle a fait l'objet d'une reprise donc, il y a quelques années, et j'en parlerai un peu plus loin. Il a eu plusieurs distinctions, je vais en prendre quelques-unes en exemple qui font écho aussi à d'autres projets que je mentionnerai plus tard. Bon, déjà, il a obtenu l'équerre d'argent en 1984 pour le parking des Chaumettes à Saint-Denis. Il a été Grand Prix du projet urbain en 1993 sur le territoire de Montreuil. Il a été médaille d'argent de l'Académie d'architecture en 1994 et il a eu le Grand Prix de l'urbanisme en 1998. Cette notion du projet, ce concept, c'est vraiment un des fondateurs de ce concept de projet urbain. Alors il dit d'ailleurs lui-même que les mots projet urbain figuraient dans son article de 1976, mais son titre parlait de forme urbaine. Et c'est pour lui en tout cas la définition la plus précise. Donc il dit c'était en effet la définition la plus précise et à mon sens toujours la plus juste du projet urbain. Donc pour lui, un projet urbain, c'est un projet de forme urbaine. Fort projet déjà, je pense le concept que l'on partage tous au sein des écoles d'architecture, et ensuite celui de la forme urbaine qui répond à des spécificités de territoire aussi, et qui, si je fais un grand raccourci, évite à un moment donné le copier-coller de choses qu'on voit d'ailleurs très souvent aujourd'hui dans les projets urbains, et qui font qu'on perd l'essence même
et le postulat initial de cette notion de projet urbain en lien avec la forme urbaine. Mais aussi parce que justement aujourd'hui, le projet urbain s'est très complexifié. Il y a de nombreuses données techniques à prendre en compte, et évidemment, il est toujours plus simple d'appliquer un process qui est le même, quel que soit le territoire, plutôt que de se poser la question du vrai sens de cette méthode-là sur ce territoire-là. Donc, Christian a toujours partagé son temps entre la pratique, l'enseignement et la recherche. Alors, tu l'as mentionné, il a été professeur un court temps à l'école de Nancy, mais il a été d'ailleurs introduit par André Waxeler au début des années 80. Justement parce que c'était une notion qui était nouvelle à l'époque au sein des écoles d'architecture, et que, étant un des fervents de lance de la notion, et en ayant théorisé quelques années auparavant, il a été invité ici à Nancy. Il a aussi enseigné dans d'autres universités, à Paris-Tolbiac et aussi à l'international. Et ensuite, il a travaillé sur des grands projets de territoire, notamment en co-animateur avec Ariel Amasbourgi sur l'atelier national de projets urbains au ministère de l'Équipement. La carrière de Christian est très longue, donc j'ai cité un certain nombre de projets. Les plus, on va dire, ces projets emblématiques. Le premier étant la restructuration de la Plaine Saint-Denis, qui est un projet fondateur dans la pensée de Christian au début des années 90. Le secteur Paris-Rive-Gauche, secteur Austerlitz, qui justement a le recouvrement entre guillemets de la tranchée à Austerlitz et de la mise en œuvre, encore une fois technique, d'un projet et d'un morceau de ville qui vient se superposer à la voie ferrée ou tout du long, qui vient reconnecter des territoires. Donc ça, c'était un deuxième projet fondateur. Évidemment, il y a l'écoquartier Ginko à Bordeaux, qui était un des premiers écoquartiers, une ZAC avec un aménageur privé et pas aménagé par la puissance publique. Et par ailleurs aussi la ZAC de Bonne à Grenoble, qui fait partie des projets un peu des premiers écoquartiers, un peu manifestes, et qu'il a porté pendant plusieurs années. Il disait également qu'il faut concevoir la ville comme un ensemble d'espaces publics entourés par des bâtiments, et non comme une collection de bâtiments entre lesquels on fait des aménagements paysagers, comme c'est souvent le cas dans les ZAC. En d'autres termes, l'architecture n'est pas première, elle doit être au service de la ville et de la collectivité, de l'espace public partagé par tous. Je pense que ça, c'est vraiment une notion très forte de son regard sur l'urbanisme. Pour lui, tout est histoire de tracés, de lignes, de parcellaires, d'espaces publics qui viennent définir l'usage, et qui, tout espace, entre guillemets, redonner l'espace, entre guillemets, à l'usage. Et pour lui, c'est vraiment là que se vit l'architecture, dans ce rapport à l'espace public, à sa juste dimension, parce que ça aussi, c'est un fervent défenseur de la juste dimension, et pas de l'espace pour l'espace. Chaque espace était important pour lui. Et donc là, j'ai juste mis deux exemples. Donc celui du projet de la Plaine Saint-Denis, qui est un projet donc de 91 qui a été pour lui, ce que je disais tout à l'heure, un projet fondateur, parce que quelque part, même si à cette époque-là, ils étaient plusieurs agences à être mises en concurrence, ce projet, il n'y a pas eu de lauréat de ce projet-là, et il a défendu un projet justement de lignes et de tracés qui s'appuyait sur le passé de donc cette Plaine Saint-Denis, qui était un territoire industriel très fragmenté. Il est allé rechercher toutes les lignes de l'histoire de ce site. Il en a fait un projet modeste, bien trop modeste dans la perception des gens à l'époque, puisque voilà, il n'y a pas eu de lauréat de cette consultation, mais quelques années plus tard, les grandes lignes de ce grand projet de territoire qui était celui de Christian étaient repris dans un projet qui s'appelle Hippodamos 93, et qui finalement est toujours encore mis en œuvre aujourd'hui, et qui a donné lieu, vous le voyez, si vous arrivez à vous situer un peu dans la Plaine Saint-Denis, mais je pense que vous pourriez reconnaître à minima le Stade de France, qui est en plein cœur de... Je ne sais pas si je peux qui est ici.
sais pas si on voit pas la souris, et qui du coup a mis en œuvre toutes les grandes infrastructures qui ont créé qui ont permis le développement et la restructuration et la régénération urbaine de la plaine Saint-Denis, et qui aujourd'hui en font un grand quartier, voilà, qui est toujours, et donc tu faisais mention aussi, dont le territoire des Jeux Olympiques s'est situé dans ce territoire aujourd'hui de plaine commune, et qui voilà, part de ce constat du territoire et de cette logique mise en œuvre par Christian de Villers. Mention aussi parce que tu disais effectivement qu'il était aussi architecte, et voilà, son équerre d'argent, c'est un parking qu'il a, je ne vais pas développer de manière très longue, mais qui finalement a pris un équipement infrastructurel, c'est-à-dire un équipement de stationnement, pour en faire quasiment une forme d'équipement public, et à la fois un travail très fort sur la rationalité de la trame, de 3 trames de 16 mètres, un travail de la façade, un rapport à la rue et à l'espace public qui créent des places et des lieux, et qui en font un équipement plus qu'un objet infrastructurel. Et c'est aussi pour ça qu'il a eu cet équerre d'argent à l'époque, mais qui montre aussi bien cette volonté d'aller très loin dans la technique, parce que la mise en œuvre notamment des façades de ce bâtiment font écho beaucoup à ce qu'on appelle aujourd'hui le hors-site, puisqu'il y a eu une production industrielle de ces façades qui ont été le préfabriqué, si on veut, qui est un autre mot pour le dire, et qui du coup sont des choses qui ont 1984, qui ont plus de 40 ans, mais qui sont encore totalement justes aujourd'hui dans l'approche. Et donc voilà, cette notion et j'y viendrai un peu plus loin en prenant des exemples, la permanence du plan, enfin ce duo et ce tandem permanence et substitution, pour lui justement la ville c'est quelque chose qui se construit. Et c'est pour ça qu'on disait qu'on ne fait pas la ville, ça se construit dans le temps. Et il y a des choses, il y a la permanence des tracés, et finalement il y a une substitution progressive des îlots dans ces tracés. Donc ces tracés fondateurs restent, ils se restructurent, ils se réadaptent aux usages du temps, mais par contre les îlots peuvent changer, enfin les programmes l'architecture peut évoluer, peut changer, peut se transformer, et c'est ce qui finalement nourrit la ville et génère un nouveau genius loci dont on parlait tout à l'heure, qui seront le point de départ d'autres projets urbains futurs. Donc la deuxième partie de cette conférence est à propos de la transmission. Donc on parlait de l'héritage de Christian de Villers, l'héritage de la pensée, dont je vous ai fait écho de quelques phrases, mais aussi cette transmission. Il a toujours été dans à la fois du fait qu'il soit enseignant, il a toujours cherché à transmettre les valeurs qu'il portait, et la construction de son agence reflétait ce que je disais tout à l'heure, et il disait lui-même, l'urbanisme n'est pas une discipline, c'est un vaste champ de disciplines dans lesquelles il y a énormément de métiers différents qui se croisent et qui travaillent ensemble. Et c'est ça finalement qui fait écho à mes premières expériences à Amsterdam, travailler ensemble dans le parc, dans les parcs, cette façon de mêler les compétences pour concevoir un objet complexe qu'est la ville, et qui produisent une pensée qui est cohérente parce qu'ils partagent le même point de départ. Et donc aujourd'hui, l'agence s'appelle DEA, je précise, en lien avec effectivement De Villers et Associés. Donc je le disais, c'est une agence qui tire ses fondements dans cet esprit de l'AUA, puisque finalement on essaie de fonctionner de la même manière sous la forme d'atelier. Elle a plus de 35 ans, elle a des projets à des échelles très différentes, et elle est multidisciplinaire. Et on a tendance à utiliser cette petite phrase pour dire qu'on travaille au quotidien du grand territoire à la bordure du trottoir, et je vous avoue que c'est littéralement la réalité, puisqu'on a des paysagistes sur de l'espace public qui posent des bordures, et on a des chercheurs qui travaillent à l'échelle du grand territoire.
Et ça fait un savant mélange qui fait une agence donc on est 9 associés aujourd'hui au sein de l'agence. On a 3 ateliers et un lab. J'y reviendrai un peu plus loin. Mais justement, c'est aussi dans cet esprit de recherche, parce qu'on a aussi fait un peu ce travail de regard sur tous les projets urbains qui ont été développés au sein de l'agence les 35 dernières années. Et c'est assez intéressant de voir à quel point il est important d'être toujours un peu en avance avec son temps, de chercher, de rechercher des nouvelles façons de penser le territoire, et en lien avec les évolutions aussi, pour le coup, réglementaires qui souvent suivent ces projets. Et donc on a toujours cherché à être en amont, finalement, enfin Christian en tout cas à l'époque a toujours cherché à être en amont de ces évolutions. Donc je le disais, on est 55 collaborateurs, donc c'est une structure assez importante quand même aujourd'hui en France, mais qui retrouve une forme d'échelle plus classique lorsqu'on revient à cette question des ateliers, puisqu'en fait on est divisé en... Alors, je ne sais pas si vous avez réussi, c'est plus lisible à l'écran. On est organisé en 3 ateliers, je le disais, l'atelier d'urbanisme, l'atelier de paysage et l'atelier d'architecture. Dans chaque atelier, il y a des savoir-faire très spécifiques, mais l'ensemble, et je dis bien l'ensemble en tout cas c'est ce qu'on essaye, à la fois des associés et des collaborateurs, partagent cette même notion du projet urbain au cœur de leur métier. Et finalement, et c'est ce que je dirais aussi peut-être en conclusion de ce propos quand je reviendrai à d'autres types de projets, finalement, le projet urbain, un projet d'architecture, c'est un projet urbain, un projet de paysage, c'est un projet urbain, et un projet urbain, c'est un projet urbain. Mais dans l'ensemble de la composante de ces pôles, on a aussi des savoir-faire très spécifiques, puisqu'on peut travailler sur des ouvrages d'art, des parcs, des jardins en paysage, des infrastructures linéaires, qui sont aussi des éléments très importants dans la pensée de Christian. La question du déplacement, des déplacements, qui font écho à toutes les questions environnementales qu'on a aujourd'hui, dans la question de la réduction du carbone. Donc penser la ville et penser les déplacements, c'est ce qui fait qu'on arrivera un jour à réduire l'impact carbone, et c'est comme ça qu'ont été pensés de nombreux projets à travers les 30 dernières années. Je passe très vite sur la structure. On a, je le disais, on a une structure de 9 associés. Alors ça vous arrivera peut-être un jour, puisque forcément à un moment donné on transmet une agence. C'est un peu l'essence même aussi de la HMONP. C'est de se dire un jour, voilà, je suis patron et employeur. C'est toute une logique qu'on n'apprend pas forcément sur les bancs de l'école, et ça nécessite de se structurer. On s'est beaucoup posé la question de l'organisation de l'agence à 9 associés, parce que chacun, alors je le dis parce que c'est ce qu'on a souvent dit au départ de l'association avec Christian De Villers, on ne s'était pas choisi. Contrairement à ce qu'on peut faire sur les bancs d'école où on se dit je vais m'associer avec mon ami ou mon ami ou mon ami, je suis pas sûr de vous le conseiller, c'est pas toujours la meilleure pour rester amis. Mais ceci dit, finalement, nous ne sommes pas choisis, on s'est beaucoup posé la question au moment de la transmission de l'agence par Christian. Et après quelques années de restructuration de recherche, on se dit que finalement, c'est notre force. Parce que déjà, on partage ce même point de départ, pour le coup, puisque c'est celui que nous a transmis Christian. Mais au-delà de ça, on arrive à créer une forme d'émulation à la fois entre nous, mais de relais aussi, parce que gérer une structure de 60 personnes, ça prend un certain nombre de temps aussi. Et donc ça nous a permis de nous organiser. Alors ça a pris un peu de temps, ça a pris 2-3 ans. Chaque atelier est dirigé par 2 associés. Et on a une direction générale et une présidente qui est Magali Volkwein. Donc on a une structure de l'agence, et on a effectivement ce lab qui n'est pas un atelier supplémentaire. C'est une cellule de recherche-action qui est pensée comme un espace de réflexion et d'expérimentation transverse, c'est-à-dire qu'on va chercher dans chaque projet finalement qu'est-ce qui est innovation,
mais pas au sens de l'innovation pour du gadget ou mais justement, c'est ce que je mentionnais précédemment, c'est trouver dans ces innovations ce qui va être une réalité pour d'autres projets et qui peut resservir dans d'autres projets. Et voilà, donc c'est faire émerger ces idées et nourrir à nouveau les autres projets. Donc là, je pense que vous allez rien voir, mais je vais zoomer un tout petit peu après. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait un travail de reprendre l'ensemble des projets de l'agence sur 35 ans et regarder en fait finalement comment est-ce qu'il s'organisait dans le temps et et à quel écho il faisait par rapport à la société du moment. Et on les a catégorisés finalement en fonction du temps et on retrouve des logiques qui sont propres à certains projets au même moment, qui sont ceux finalement de cette question environnementale et du changement climatique et de l'impact carbone des projets. On remarque que au moment des années 2000, les premiers écoquartiers dont on parlait, on était dans une stratégie globalement d'atténuation de l'impact. Puis dans les années 2015, on a aussi en lien avec donc on était dans le facteur 4 dans les années 2000, réduction de l'impact carbone. Donc c'était beaucoup de travail dans les projets urbains sur les déplacements, sur les proximités aussi. Christian parlait souvent de la ville des courtes distances. Trouver à proximité les aménités de la ville pour justement ne pas prendre sa voiture pour les moindres choses de la vie quotidienne à acheter. Ensuite, on est passé dans un temps où on est plutôt dans l'adaptation. Le changement climatique s'accélère et notre métier, ça doit devenir un outil de résilience qui réinvente un certain nombre de choses, à savoir la gestion de l'eau, la gestion des sols, la gestion et la vulnérabilité des territoires au changement climatique, donc s'adapter aux risques aussi. Donc ça, c'était toute une autre phase. Et aujourd'hui, on est aussi dans une nouvelle... Et c'est ce qui va nourrir justement les métiers de nos ateliers au sein de l'agence, puisqu'on développe d'autres thématiques et qu'on appelle la stratégie de réparation depuis 2020, qui est beaucoup basée sur le vivant, soigner le vivant et renaturer, reconnecter, restaurer. Restaurer les continuités écologiques, restaurer le lien social aussi, c'est pas que forcément lié le vivant, c'est dans tout son sens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au cœur de ce que je vous montrais tout à l'heure, de l'organisation de l'agence, on s'inscrit dans l'héritage de Christian de Villers en parlant de projet urbain, mais on fait une démarche qui est de dire qu'on souhaite défendre le vivant et le projet urbain vivant pour que la notion de projet urbain perdure dans le temps comme une méthode et comme un principe de réflexion, parce qu'il pourrait aujourd'hui être menacé, entre guillemets, au sens où construire et étendre son territoire n'est pas forcément ce qui est de plus encouragé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir au territoire tel... Enfin, en tout cas, la plupart des projets urbains du futur se feront sur la ville existante. Et donc on parlait beaucoup de renouvellement urbain, mais le renouvellement urbain finalement il devient quelque chose d'une pratique courante de l'urbanisme pour ne pas consommer effectivement de nouveaux territoires. Donc j'avais zoomé dessus, mais je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on a catégorisé, on a essayé de regarder l'évolution et dans quelle dominante étaient fondés les différents projets urbains. Pour essayer de voir dans quelle direction on allait aller dans l'avenir. Notre pratique, ceci dit, elle est celle que vous avez aujourd'hui encore à l'école d'architecture. Elle est très artisanale, et on en discutait encore tout à l'heure, parce qu'on fonctionne, entre guillemets, à l'ancienne, sur des rouleaux de calque. Comme vous, on fonctionne sur des maquettes. Parce que finalement, et je le dis, c'est des outils qui sont finalement les plus parlants au quotidien. Donc évidemment, les outils évoluent, on faisait des maquettes en mousse, aujourd'hui on les fait en 3D, mais l'essence même est ça revient à cette notion de forme urbaine, c'est d'adapter une forme urbaine à son territoire en lien avec son histoire, et aussi de la transmettre et de la faire comprendre, et de l'expliquer. Donc finalement, la maquette reste un outil que vous appréhendez effectivement en école d'architecture,
mais qui est dans notre pratique au quotidien qui est essentielle. Quel avenir, effectivement, aujourd'hui? Pour répondre à cette question, je l'ai dit, effectivement, on est à un moment de multi-crises, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient démographiques, qu'elles soient sociales, et qu'elles s'amplifient les unes mutuellement, et elles remettent en cause fondamentalement nos modèles de développement au quotidien. Et nous, on pense que ce n'est pas forcément une crise passagère, mais que le monde va devoir à un moment donné changer de paradigme. Et nous, on voit dans ce temps de crise, justement, nos différents métiers sont en capacité de répondre et de s'adapter en fait au fur et à mesure. C'est aussi pour donner une lueur d'espoir, parce qu'on pourrait se dire que à quoi bon faire encore des projets d'architecture ou des projets urbains, mais on pense que la richesse justement de nos savoir-faire permettront de répondre justement à ces ambitions. Donc pour ça, j'ai choisi effectivement de vous présenter 3 projets qui me tiennent à cœur, dont certains dont Marc a parlé en préambule. Pourquoi j'ai choisi ces projets? Parce qu'ils se situent justement à différentes temporalités de mon activité au sein de l'agence. Et parce que, et c'est le petit mot que j'ai inscrit à côté, le mot de patience, parce que finalement l'urbanisme c'est un métier de patience. Les choses vont à leur rythme, au rythme des politiques aussi, et de ces transformations, on va dire, environnementales. Et donc, un projet urbain, ce que je disais en introduction, c'est un processus long, mais un processus qui n'est pas fini. Et donc, j'ai choisi ce projet de Nice Méridien, qui est un projet sur lequel je travaille depuis 2012. Donc, on est en 2025. Ça fait 13 ans. En 13 ans, on est parti d'un plan directeur à 2 échelles, j'y reviendrai un peu plus loin, à 200 hectares et un secteur opérationnel de 24 hectares. Sur ce secteur opérationnel de 24 hectares, aujourd'hui, on a globalement construit la moitié. Donc voilà, en 12 ans, c'est un temps long, 13 ans, c'est un temps long, mais à chaque projet, à son temps d'étude, à son temps de réalisation, à son temps de négociation aussi. Et donc forcément, ça s'inscrit dans un temps qui est très long, mais quelque part aussi, ce que je cherche à vous montrer ce soir, je caricature en disant qu'on a souvent plaisanté en disant que qu'est-ce que je faisais dans la vie? Je faisais du coloriage. Finalement, je suis bien plus souvent dans l'architecture et dans les architectures et dans la conception et dans la construction que ne le sont les architectes. Parce que ça me permet de voir en tant d'urbaniste, de nombreux projets en parallèle, de travailler sur des programmations très différentes. Et chaque expérience, et c'est d'ailleurs ça ce qui m'anime toujours encore au bout de 13 ans sur Nice Méridien, c'est que chaque expérience est unique. Elle est à chaque fois une nouvelle philosophie, un nouvel objectif, et qui en plus s'inscrit dans un nouveau moment avec des ambitions différentes. Donc ce projet-là, il est à double titre. Il a été initié avec Christian de Villers en 2011 par un concours, et il a été renouvelé au moment du départ de Christian de Villers en 2022. Donc vous voyez bien le temps de ces études, 2011-2032, donc 20 ans, pour réaliser un quartier qui, à terme, accueillera 2500 logements. Et je vais y revenir un tout petit peu en allant assez vite, malgré tout, pour vous présenter un peu le projet, parce que c'est finalement ce que je sais le mieux faire, c'est présenter des projets. Donc je vais essayer d'être assez bref malgré tout, pour que vous puissiez un peu comprendre et voir effectivement ce que c'est qu'aujourd'hui la pratique de l'urbanisme. Donc il y a à la fois la pratique du plan directeur, mais il y a aussi toute la pratique de la mise en œuvre. Et c'est aussi quelque chose que je disais qui tenait à cœur à Christian de Villers, c'était de mettre en œuvre ces projets urbains, de transformer le projet urbain en réalité et en lieu de vie. Et c'est ça la finalité, c'est créer des usages, créer des lieux de vie, créer des lieux d'échange en lien avec toutes les thématiques que j'évoquais précédemment. Donc sur ce projet de Nice Méridien, on est au cœur de l'Éco-Vallée, on est donc à Nice.
Vous voyez le centre historique à droite sur l'image, et vous voyez la plaine du Var qui remonte jusqu'aux frontières du Mercantour. C'est 23 km du nord au sud, 3 à 5,5 km de large. C'est un grand territoire qui a été acté comme un territoire très stratégique pour l'État, puisque c'est la puissance publique qui travaille aujourd'hui sur ce territoire, et donc c'est un EPA, un établissement public d'aménagement, et qui a pour objet justement de régénérer ce territoire. Pourquoi? Je vais y venir très vite. Donc là, vous voyez le secteur opérationnel qui est au milieu en rouge de Nice Méridien de 24 hectares dans ce grand périmètre en pointillé de 200 hectares. C'est un territoire qui a été, qui en vient à au propos préalable sur la lecture du site. On est sur un territoire agricole qui a été endigué au XIXe siècle et qui a protégé justement la plaine du Var des risques d'inondation. Aujourd'hui, cette digue, c'est l'autoroute. Enfin, elle est au pied de l'autoroute et on ne peut pas l'enlever en fait. Et vous avez sûrement entendu parler des problématiques qu'il y avait aussi d'inondation dans la plaine du Var et dans les territoires qui sont plus hauts dans les collines. Mais en tout cas, le postulat de départ était de partir de cette histoire du site, qui était un territoire effectivement agricole et qui avait une trame de parcellaire qui était organisée sur les casiers agricoles. Donc dans la lecture du parcellaire, on retrouve à la fois les tracés de ces parcelles agricoles et à la fois les tracés des systèmes d'irrigation de ces parcelles agricoles qui, évidemment, dans les dernières décennies, tendaient à disparaître. Et c'est pour ça, vous le verrez, c'est un projet qui est quand même relativement dense, qui a une certaine ambition. Et il y a toujours cette idée de bétonisation de la plaine du Var, hein, puisqu'on a un acte de construire qui est très fort. Ceci dit, lorsqu'on fait le prorata entre guillemets entre les espaces qui étaient imperméabilisés historiquement, parce que finalement la plaine du Var, elle servait, vous l'avez vu c'est assez flagrant sur cette image-là, c'est que la ville de Nice ne peut pas s'étendre davantage dans ses collines, donc elle s'est servie de la plaine du Var comme une arrière-cour où on a retrouvé tous les espaces de logistique, de dépôts, de matériaux, voilà, et une imperméabilisation galopante. Et finalement, en réalité, la plaine du Var n'était plus si agricole, enfin en tout cas cette section-là n'était plus si agricole que ça. Elle était remplie de casses automobiles et ainsi de suite. Et donc tout l'objectif est de désimperméabiliser, mais avec un grand plan directeur, un grand plan d'ensemble, qui fait écho aussi à cette logique qu'avait Christian sur la plaine Saint-Denis dont je faisais référence tout à l'heure. Et donc on a, à partir de là, et je recite Christian justement pour ce premier pas sur Nice Méridien, il disait toujours « tout change dans le temps, sauf la géographie ». On verra tout à l'heure que c'est plus tout à fait vrai, mais en réalité, c'est le postulat de départ et l'ensemble du projet. Donc on a mis en œuvre un grand plan directeur qui voit à terme sur ce territoire-là un développement de 15 000 logements, soit à peu près 35 000 habitants et 35 000 actifs, qui, dans l'absolu, est vu comme un nouveau centre-ville, enfin, en tout cas, une nouvelle centralité niçoise, et plutôt à l'échelle de la métropole niçoise, avec un développement et un maillage par un certain nombre d'infrastructures de différents secteurs qui étaient, enfin, typiquement de l'ordre de la sectorisation que combattait finalement Christian, qui étaient des zones juxtaposées, l'espace administratif, le quartier social un peu complexe, et puis tous ces secteurs un peu de stationnement automobile et ainsi de suite, qui n'avaient aucune connexion. Donc le premier objectif était finalement de relier tous ces territoires par un certain nombre d'infrastructures, et notamment l'arrivée d'infrastructures de transport en commun avec le tramway qui est très rapidement venu desservir ce territoire. Et c'est une chance pour le territoire en soi, parce que pour le coup, développer un projet urbain avec les transports en commun qui sont déjà là, c'est une dynamique dans laquelle peut s'enclencher le développement du projet. Alors il se trouve qu'il y a eu des leviers, hein, on est à proximité de l'aéroport, on a une construction du grand stade
pour l'Euro 2016, je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais qui du coup a enclenché des logiques de desserte de ces grands équipements et qui viennent maintenant irriguer l'ensemble de la première séquence de la plaine du Var. Et qui font écho justement à cette notion de la ville des courtes distances et de la ville des proximités dont je parlais tout à l'heure, et qui étaient vraiment des fondamentaux de la pensée de Christian. Donc là, vous voyez un peu le paysage, on est dans la plaine alluviale, on a ce paysage des coteaux, et là, vous voyez aussi qu'en 2013, le projet était très urbanisé au sens imperméabilisé, avec quelque chose d'assez anarchique et des grands équipements. La situation du projet justement opérationnel en 2013 et voilà, un projet qui était serti de dessertes automobiles avec des voies très importantes sur lesquelles évidemment il y a eu tout un travail de restructuration de ces espaces publics pour favoriser les piétons, les modes doux et qui ont rendu justement cet espace accessible. Un schéma très simple finalement du projet urbain qui indique deux choses, qui indique des avenues métropolitaines qui aujourd'hui irriguent la vallée pour arriver à la ville de Nice ou aller dans le Mercantour. Ces grandes avenues sont aujourd'hui des grandes avenues avec un trafic très important, donc évidemment l'idée est d'en faire dans l'esprit des boulevards urbains pour apaiser la circulation et être dans une situation réelle de centre-ville. Et ensuite, en perpendiculaire, dans la trame parcellaire dont je parlais tout à l'heure, des grands corridors, des parcs qui viennent rappeler cette idée de la géographie pour dire que dans un projet urbain, enfin, fonder le projet urbain dans sa géographie, c'est savoir où on est, où on se situe. Et donc, il y a ces grands parcs qui mettent en relation les coteaux. Et bien que ce postulat ait été mis en œuvre et acté par l'ensemble, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il y a toujours quelqu'un pour venir dire on va construire juste en face, ou au débouché entre guillemets sur le coteau de ces grands parcs. Donc je vais passer assez rapidement le plan directeur du quartier qui s'appuie sur cette trame orthogonale qui est divisée en trois parties, en trois secteurs, et ça reprend justement cette idée de Christian dans la permanence et la substitution, d'avoir des tracés d'espace public très forts qui perdurent dans le temps. Donc il y a à la fois ces grands parcs perpendiculaires, mais il y a aussi une voie qui est un peu sinueuse, qui reprend le tracé d'un ancien canal, justement. Mais pourquoi alors, historiquement, l'idée c'était de remettre en scène l'eau dans la ville. Malheureusement, pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire. Mais pourquoi c'est fait c'est parce que tout simplement le parcellaire s'appuie sur cette trame-là, et que dans la logique, c'était un foncier qui n'était pas pleinement maîtrisé par la puissance publique. Donc ça permet d'acquérir un certain nombre de fonciers et de démarrer au fur et à mesure des opérations qui sont cohérentes par rapport à la fois au projet urbain, parce que si on en avait fait fi, on aurait des morceaux de parcelles qui seraient un peu parfois publics, parfois privés, et on n'aurait pas pu faire avancer le projet. Donc toute cette logique de substitution au fur et à mesure, elle n'est que possible parce qu'on s'appuie sur le parcellaire. Et donc voilà, un premier exemple, donc une gauche de la situation actuelle. Donc on voit le parc qui a été réalisé, on voit au loin les coteaux, et ce qui était un des éléments aussi d'innovation dans ce projet, à cette époque-là en tout cas, encore une fois, aujourd'hui c'est plus forcément, et c'est ça ce que je voulais dire, que c'est pas forcément des choses, que c'est des choses qu'on retrouve dans de nombreux projets urbains, mais c'était de dire que l'ensemble des eaux pluviales était géré donc on gère dans ces parcs, il y a un petit schéma qui l'explique juste après, différentes occurrences de pluie, toujours en lien avec ces problématiques à la fois d'inondation et de la proximité du Var. Et donc ce sont des espaces, des jardins en creux qui sont encaissés et qui se remplissent au fur et à mesure et qui retiennent les eaux en cas d'inondation et en cas de pluie plus ou moins forte, décennale, et en tout cas jusqu'à la centennale pour ces parcs-là. Voilà le paysage, effectivement, il y a quelques années déjà. Mais c'était la première réalisation du parc. Et donc voilà, c'était ce petit schéma que je mentionnais. On voit au fur et à mesure les parcs se remplissent, sauf pour les espaces de jeux qui sont dans ces parcs. Et on les ferme en cas de grande pluie, mais ils stockent l'eau.
et ils tamponnent l'eau, c'est-à-dire que ça évite que toute l'eau s'écoule à très grande vitesse dans les réseaux qui les font saturer et qui font qu'ils se déversent après dans en amont, plutôt en aval sur le territoire. Pour dire aussi que finalement, et c'est ce qui me plaît malgré tout dans ce métier, c'est cette mise en œuvre, c'est voir un paysage se transformer. Donc c'est le même parc en deux temps, au moment du chantier. Donc je l'ai mis cette photo justement pour qu'on voit bien à quel point le parc est encaissé. Et quelques années plus tard, où on est à côté de l'université, où les étudiants commencent à venir déjeuner dans ce parc, et finalement l'usage l'emporte sur tous ces principes que je suis en train de vous raconter, et qui sont finalement la finalité d'un projet urbain, c'est créer des lieux de vie. Encore quelques années plus tard, la patience, je le disais, parce que les élus n'en ont pas toujours. Pour un élu, il y a souvent cette volonté que ce soit vert tout de suite. Donc on propose beaucoup d'artifices pour que ça aille plus vite. Malheureusement, un arbre, il lui faut du temps pour pousser, il lui faut son temps. Et de transplanter des arbres âgés n'est pas un gage de succès de reprise. Donc voilà, il faut le temps que la végétation fasse son bout de chemin. Et vous le voyez, en parallèle, les constructions aussi du quartier progressent. Pareil, l'autre parc avec un principe de roselière aussi qui vient stocker les eaux pluviales et qui, en quelques années, se part de ses atouts. Un processus de fabrication du tissu urbain, je le disais tout à l'heure, le plan directeur du quartier en 2011 et en parallèle le plan directeur en 2021. J'ai pris 2 états. Je dirais que beaucoup de choses ont changé dans le contenu des îlots au fur et à mesure de l'avancée de la programmation et du quartier, mais ce qui n'a pas bougé, c'est la trame d'espace public, qui est toujours la même. Donc plus les tracés sont forts, plus ils sont appuyés sur la réalité et une géographie et un parcellaire, plus la permanence est réelle. Un autre point évidemment de ce quartier, c'est sa programmation. Donc je le disais tout à l'heure à échelle plus globale, mais c'est 350 000 m². Une programmation mixte, on parle de 4 mixités, mixité sociale, mixité intergénérationnelle, mixité fonctionnelle et mixité typomorphologique. Encore une fois, ça fait écho à la pensée de Christian. Je parlais de la ville des proximités, sortir du zonage. Donc cette volonté, alors ça peut paraître classique aujourd'hui, je dirais, mais en réalité, en 2011, ça n'était pas encore pleinement dans les consciences, puisqu'on était dans des modèles, Sophia Antipolis, l'université, loin de la ville, les étudiants loin. Et là, l'idée était justement, au sein d'un même quartier, avoir à la fois du logement, à la fois de l'université, à la fois des bureaux, et à la fois des commerces de proximité organisés autour d'une place qui reprend les codes, la place Méridia, qui reprend les codes des places méditerranéennes, et qui organise une centralité tout autour. Donc vous voyez, c'était un plan très schématique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais où on positionnait effectivement la centralité, l'université sur le jardin qui en a pris le nom d'ailleurs par la suite, et une organisation de tous ces principes de mixité. Et cette troisième idée du quartier Nice Méridia, qui est celle de la technopole urbaine. Alors ça peut peut-être ne pas vous parler, mais ça rassemble 2 choses. L'idée de la technopole, l'idée qu'on est dans un même environnement des chercheurs, des étudiants, des entreprises, et qui bénéficient d'un cadre de qualité pour échanger. Parce qu'une des idées, c'est que dans ce cadre de fertile d'échange, c'est là que les bonnes idées naissent. Et c'est là que l'émulation naît et l'échange naît. Et donc, c'était d'avoir ça à proximité, et à proximité évidemment donc pourquoi technopole urbaine, pour avoir justement ce pendant de logement à proximité et de services, et l'accès évidemment au transport en commun. Donc je vais vous passer très rapidement, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, un certain nombre de bâtiments qui ont été livrés sur Nice Méridia. Aussi pour vous dire qu'en urbanisme, on est très au quotidien avec de nombreuses agences d'architecture, et ça nourrit la réflexion, ça nourrit toujours des questionnements. Je prendrai un exemple tout à l'heure qui a été une transformation pour tout le monde, les temps du Covid, où on s'est tous rendu compte que c'était quand même plutôt chouette d'avoir un prolongement extérieur sur son logement.
Donc il y a cette idée de se dire que tous les logements, et ça a été écrit dans de nombreux cahiers des charges, doivent bénéficier d'un prolongement extérieur. Mais de dire ça, et c'est là où effectivement nous on a une responsabilité en tant que concepteur, en tant qu'architecte de formation, c'est que ça a un impact nécessairement sur la construction et la façon dont on construit, en lien aussi avec ces sujets environnementaux, l'impact carbone, l'impact environnemental d'un projet. Dire qu'il y a des prolongements extérieurs partout, ça génère des nez de dalle, ça génère des garde-corps, ça génère une architecture et une idée de l'architecture qui peut être évidemment prise de façon très différente, mais qui peut poser un grand nombre de questions. À Meridia, il n'y avait pas de cahier des charges très précis sur l'aspect architectural, comme on peut le faire dans d'autres quartiers pour d'autres raisons, parce qu'en fait, la programmation dont je viens de parler est déjà tellement complexe qu'il était difficile de donner une direction, entre guillemets, à l'architecture. La demande, au-delà du fait que les architectures attendues étaient de très grande qualité, et on a eu de grandes signatures qui ont travaillé sur ce projet, c'était de dire qu'elle doit être adaptée au climat méditerranéen, qu'elle doit faire écho à la ville méditerranéenne. Donc cet exemple-là, c'est un des premiers bâtiments de bureau qui a été livré sur le quartier il y a quelques années. Un bâtiment de l'agence Lenné-Roussel qui a mis en exergue au lieu d'avoir les circulations qui sont souvent dans des noyaux au centre des bâtiments de bureaux, qui sont souvent des espaces en plus encloisonnés, elles ont été déportées en proue du bâtiment pour que justement ces espaces de circulation s'inscrivent dans cette logique de la technopole urbaine et de l'échange entre les différentes entreprises qui peuvent composer un bâtiment, et à la fois de bénéficier d'espaces extérieurs, ce qui n'était pas la tradition effectivement souvent dans les bâtiments de bureaux qu'on peut voir par ailleurs. Et ben, c'est que sur ces espaces extérieurs, on peut brancher son ordinateur, on peut travailler dehors. Il y a tout un travail justement sur la gestion des eaux pluviales qui est dans les différents poteaux que vous voyez au premier plan. Et voilà, il y a une forme de cinétique du bâtiment qui en plus bénéficie de vues et d'un cadre de travail agréable. De la même manière, on a eu un autre bâtiment d'architecture studio qui fait d'ailleurs écho à ce bâtiment-là, qui est le Palazzo Meridia, qui est un bâtiment en structure bois. Encore une fois, chaque opération apporte son lot d'innovation. Pourquoi je présente ce projet? C'est que c'est effectivement, à l'époque en tout cas, c'était le bâtiment de bureau le plus haut de France en bois. Il y a eu d'autres temps, voilà, c'était il y a quelques années, donc il y a d'autres programmes qui ont été livrés. Mais je vous montre ce projet parce qu'il avait évidemment, il s'inscrivait dans cette volonté à la fois d'intégration de matériaux biosourcés dans la construction, mais à la fois dans une logique constructive qui était celle de la préfabrication. Et en plus, ce projet a comme ambition d'être réversible, de pouvoir se transformer un jour en logement. Donc voilà, de ce type d'innovation qu'on pouvait avoir à cette époque-là. La seule chose, et une des réalités, c'est qu'aujourd'hui, on a d'autres projets de bureaux sur Nice Meridia, mais on ne peut plus faire ça. Tout simplement parce que la doctrine pompier s'est durcie. Et donc c'est quelque chose, donc on a beau vouloir et prétendre à construire en bois, c'est pas forcément toujours ou encore possible, alors que ça l'a été à une certaine époque. Je vous montre aussi cette image parce que le quotidien de l'architecte urbaniste qui voit l'ensemble de ces projets et coordonne la réalisation de ces projets, son objectif c'est de faire que ces projets répondent à leurs engagements initiaux dans le temps, donc c'est ce qu'on appelle la coordination, et qu'ils répondent aux ambitions du projet urbain dans le choix, en tout cas en premier lieu du lauréat, et ensuite que ce projet se développe tel qu'il a été proposé. Et donc il y a un certain nombre de séances, de chantiers. Et là aussi, je vais reciter Christian, puisque pour lui, la question du chantier était quelque chose de très très important. Et donc, dans mon quotidien, je vais très régulièrement sur les chantiers pour des séances de prototypes, de voir si l'image architecturale répond à ce qui a été vendu et qui répond aux ambitions et aux engagements du quartier. Voilà, par exemple, un espace intérieur où on voit la structure bois. D'autres programmes complexes liés à l'université où on imbrique du logement et d'un centre de formation et un centre d'apprentissage qui accueille 2000 étudiants aujourd'hui,
qui a été réalisé par Corinne Vezzoni et associés, qui a été livré il y a quelques années, et qui est un programme qui s'inscrit pleinement dans les politiques aussi. Donc c'est un projet porté par la CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie, et qui répond à cette ambition de la technopole urbaine, puisqu'il amène justement à la fois des étudiants alternants et des entreprises, des entrepreneurs en formation qui vont générer un écosystème et qui vont partager les mêmes lieux, les mêmes locaux, les mêmes synergies. Donc un projet complexe parce qu'il y a toute une partie en sous-sol de lieux d'apprentissage. Donc il y avait tout un défi au regard de la densité d'apporter de la lumière dans cet espace. Donc il y a tout un travail sur les gradins pour apporter de la lumière dans les espaces qui étaient très conséquents pour accueillir des camions, des voitures, pour le travail des alternants. Je passe à un autre projet qui est très emblématique aussi, qui était le premier bâtiment universitaire pour le coup de la ZAC Nice Méridia, qui a été construit par Marc Barani, qui a une architecture qui est certes un peu plus démonstrative. Donc c'est des grandes dentelles en verre opalescent. Elles ont un intérêt évidemment de protection solaire, puisqu'il y a un film qui les rend opalescentes. Et évidemment, il y avait cette idée d'être le premier bâtiment universitaire, donc c'est l'Institut méditerranéen des risques et du développement durable, l'IMRED, qui a dans son ADN justement l'étude de l'évolution et de la gestion des risques sur un territoire. Et donc, il y avait cette idée de former une forme d'écrin tout autour. Et donc, voilà, une architecture assez précieuse qui est avec un travail d'architecture d'intérieur qui donne effectivement une identité très forte à ce projet. La mixité, donc vous revoyez effectivement au premier plan le bâtiment que je présentais tout à l'heure, et en fond de perspective, des bâtiments de Jean Nouvel, qui sont les premiers, qui sont l'arrivée des premiers habitants sur ce quartier. Et donc ce sont deux émergences, une de 17 étages et une de 10 étages, qui sont composées de la même manière. On a un bâtiment social et un bâtiment en accession à la propriété. Rien ne les distingue fondamentalement dans leur architecture. Et on a une forme de mise en scène de la circulation, encore une fois dans cet esprit d'adaptation au climat méditerranéen. Donc on a une coursive qui est déportée, qui est très très confortable et qui crée une distance avec les logements donc tous les logements sont traversants, tous les logements sont distribués par une petite passerelle qui crée une forme d'intimisation du logement. Bon, il y a ce travail sur des plantations de géranium très domestiques qui donnent aussi qui créent l'adresse aussi pour les gens qui habitent ici qui donnent une certaine particularité à cette architecture, et on voit que les gens s'approprient ces petits espaces donc c'était effectivement un projet qui proposait à tous les logements un prolongement extérieur de grande qualité, puisqu'on a des grandes terrasses, mais qui génère une architecture qui elle est particulière. Je vais passer assez vite sur un autre programme. Je disais des programmes très différents. Donc ça, c'est l'Institut de physique de Nice. Un programme très complexe et qui nous amène, c'est pour ça que je fais vite, à travailler sur des choses sur lesquelles on n'imagine pas forcément travailler, puisque notre rôle en amont, c'est de faire ce qu'on appelle des faisabilités. Et ces faisabilités, ça nous permet de tester des programmes, de vérifier où il est plus judicieux de les implanter, parce que faire une technopole urbaine, faire une ville dense, c'est justement limiter l'impact des besoins en fonctionnement, en logistique, tout autour. Donc il faut cibler le bon endroit pour chaque entreprise ou programme. Et par exemple, dans ce projet-là, on avait intégré une tour de fibrage, mais qui devait faire 4 étages de haut, des labos d'optique sur les espaces avec des dalles qui devaient reprendre des charges très importantes. Et donc ça a organisé une architecture et une programmation tout à fait particulière. Je vais accélérer un tout petit peu, puisque là on en est dans la dernière partie qui est en cours de livraison aujourd'hui. C'est toute la centralité. Donc vous voyez, je parlais d'une ville dense, c'est une ville dense et haute. On a choisi en 2017 de faire un concours d'une grande pièce urbaine qui est finalement
un morceau de ville avec l'ensemble des commerces, parce que l'objectif c'était de pouvoir avoir tout de suite l'échelle, la bonne échelle pour accueillir ces commerces. Et donc on a mis en consultation ce grand macro-lot de 75 000 m² avec 800 logements, les parkings en infrastructure et l'intégralité des commerces sur la place Méridia. C'est un groupement de 7 architectes, donc c'est pas un seul architecte évidemment qui a gagné ce grand projet-là. C'est un groupement international d'architectes avec un paysagiste également et un architecte coordinateur. Donc c'est pareil, on travaille avec différents crans, nous assurant une coordination urbaine encore plus globale. Et avec un projet, sans rentrer dans tous les détails, qui avait cette particularité d'intégrer de l'agriculture urbaine en toiture. Dispositif qui a beaucoup questionné à l'époque, parce que finalement on pouvait se dire que c'était très anecdotique à l'échelle d'un autre enjeu de la plaine du Var de retrouver des agriculteurs, parce qu'en fait la difficulté aujourd'hui c'est que ces terres agricoles on ne trouve plus d'exploitants, et en réalité ça pouvait paraître anecdotique, mais malgré tout ça a eu ça a beaucoup une vertu pédagogique aussi. Et ça a un intérêt aussi de se dire que on a un peu ce côté un peu classique des consultations où on cherche des programmes pour être le lauréat et on met de l'agriculture urbaine sur toutes les toitures à des échelles qui n'ont aucun sens. Et là, il y avait une volonté, on va dire une double volonté, c'était de relier l'ensemble des toitures qui sont tout autour de la place Méridia par des passerelles pour créer ces espaces agricoles d'un seul tenant et pour qu'il y ait une exploitation conséquente pour l'exploitant. Et qu'il n'y ait pas de rupture de charge, parce que de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, et donc qui va générer effectivement une architecture tout à fait particulière. Je vous montre effectivement des avant-après d'architecture. Alors, je ne vais pas me faire le... Donc on est sur un bâtiment de Sous Fujimoto. Vous connaissez peut-être l'Arbre Blanc à Montpellier. Là, on est sur justement cette traduction du prolongement extérieur sous une forme très organique. Donc, je mets volontairement l'image de perspective et la réalité construite, parce que c'est aussi tout le défi, c'est de réussir à atteindre l'image. Mon rôle en tant qu'architecte urbain n'est pas de se substituer entre guillemets à l'architecte en tant que tel, mais justement d'accompagner effectivement la volonté, parce que il y a eu un lauréat. Donc voilà, c'est une architecture très démonstrative, très ambitieuse, qui génère des prolongements extérieurs très forts. Des choses plus sobres, et je mets volontairement l'avant-après pour montrer effectivement que le quartier se construit après plus de nombreuses années, et ça revient à ce sujet de la patience, et avec la place Méridia qui est le cœur du quartier, qui est en train d'émerger aujourd'hui, avec un bâtiment un peu identitaire de destination, avec des loisirs, de l'escalade, des choses qui sont assez diversifiées, et on voit les passerelles justement qui ont été installées. Et elles sont support d'une œuvre d'art, parce que ça aussi, qui a été réalisé par un artiste allemand qui s'appelle Carsten Höller, et c'est qui fait des anneaux en fait lumineux et qui vont venir entourer cette place Méridia à terme. Je vais passer un peu vite pour avancer, simplement pour dire que finalement, voilà, ce processus qui s'inscrit dans le temps, s'inscrit dans un temps long, des temps politiques aussi, de la présentation du projet il y a 15 ans, à la pose de la première pierre de l'IMRED dont je parlais tout à l'heure en présence du Premier ministre, et à la signature dans ce bâtiment du prolongement de la ZEC qui s'appelle Parc Méridia et qui s'inscrit dans l'appel à projet démonstrateur de la ville durable. Donc voilà, cette histoire qui se perpétue et qui se prolonge et qui n'est pas finie et qui va continuer de s'écrire. Et donc c'était la petite conclusion, c'est qu'en réalité... le discours fondateur était de dire que tout change sauf la géographie. Malgré tout, aujourd'hui, même la géographie change très vite. Le trait de côte recule, la montée des eaux. Voilà, il y a d'énormes modifications du paysage qu'il va falloir prendre en compte dans les décennies à venir. Donc même cette phrase finalement qui était fondatrice pour Christian de Villers, on la réinterroge aujourd'hui, même si elle va plus lentement, mais il est important de faire attention à ces évolutions. Je vais aller un peu plus vite, mais il m'était important pour moi je vais aller un petit peu plus vite sur le projet des cathédrales du rail, qui se situe justement au moment où Christian de Villers a quitté l'agence. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui s'inscrit également dans un temps long, puisqu'on a été mis en concurrence à plusieurs reprises jusqu'à être définitivement lauréat. Et pourquoi on a été lauréat ? C'est parce qu'on a été à l'écoute.
Donc on a été mis en concurrence face à des grandes équipes, mais on a écouté les élus, leurs demandes. En plus, on était dans un paysage, un moment de changement politique, comme on va l'être dans quelques années, puisqu'on est nécessairement en urbanisme, dans ce temps long, marqué par des changements politiques. Et donc, voilà, ce projet s'inscrit dans cette question de la régénération urbaine. On est sur la régénération d'une friche industrielle avec un patrimoine exceptionnel qu'on appelle les cathédrales du rail. Les cathédrales du rail qui sont des grands bâtiments en béton qui sont absolument magnifiques. Je vais me passer de quelques mots, je vais vous passer quelques images, simplement pour vous montrer. Il y a deux cathédrales, une petite cathédrale et une grande cathédrale. Elles sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc c'est un défi. Elles sont abandonnées depuis près de 30 ans, dans leur activité en tout cas, qui était historiquement de la maintenance du matériel roulant de la SNCF. Elles ont été bombardées, ce qui pose beaucoup de questions aujourd'hui de restauration des bétons, parce qu'on a des bétons qui sont datés d'époques différentes. Et évidemment, on est sur une friche industrielle, donc sur un site très pollué, avec un enjeu de dépollution de ce site sans sortie de camions sur le territoire, générant aussi un impact carbone fort et des nuisances pour les riverains. Donc il y a tout un travail qui doit se faire sur site de dépollution. Alors ça reste des pollutions assez classiques d'hydrocarbures, mais il y a une vraie intention par rapport à ce projet. Et c'est dans cette régénération des friches, c'est quelque chose à laquelle on sera nécessairement confrontés tous collectivement, parce que pour régénérer, il faut dépolluer bien souvent. Et c'est un processus qui est assez long également et coûteux. Et en plus de ça, ce site qui appartenait au monde ferroviaire était un site très enclavé. Donc je vais juste passer les photos pour vous montrer à quel point ce site est assez magnifique. Et voilà, quelques photos historiques du site dans son activité originelle. Vous voyez, avec l'intérieur des cathédrales, qui étaient des bâtiments, des séquences très longues qui permettaient d'accueillir soit les locomotives, soit les wagons, et qui aujourd'hui ont totalement perdu leurs usages, mais on les appelle les cathédrales, tout simplement parce que là vous êtes dans la grande nef, parce ce sont des cathédrales de lumière, elles sont absolument magnifiques. Et tout l'objet de ce concours, c'était de maintenir ce grand volume, trouver un usage, parce que ça aussi, c'est pas facile de trouver un usage en adéquation avec de tels volumes. Et donc, voilà, on a participé à cette consultation pendant de nombreuses années. Là, vous êtes dans la petite cathédrale qui est formée de 5 nefs juxtaposées, et qui est pareil, absolument magnifique. Donc voilà, encore une fois, en tant qu'urbaniste, on est amené à travailler sur des sujets à la fois patrimoniaux, à la fois paysagers, à la fois environnementaux et à la fois architecturaux. Je fais juste ce clin d'œil parce que ça s'inscrit. Donc c'est le même plan que vous avez vu finalement tout à l'heure dans la pensée de Christian de Villers et ses projets fondateurs, puisqu'on est sur la plaine Saint-Denis. La plaine Saint-Denis, entre-temps, s'est développée. Et c'est un des derniers territoires qui ne l'est pas encore aujourd'hui, qui est resté longtemps justement un peu à l'abandon, parce que c'était très difficile de trouver le bon format. Et donc là, on est, à la différence du projet précédent, on est sur une maîtrise d'ouvrage privée, bien sûr en lien avec la collectivité, mais ce ne sont pas les mêmes logiques, parce qu'il faut porter, entre guillemets, la réhabilitation de ces cathédrales et la dépollution, et que ça coûte très cher, et il faut trouver un modèle économique qui fonctionne. L'idée de l'esprit de ce projet, c'était de redonner cet espace qui était un espace enclavé à la ville, et de générer autour des cathédrales un grand parc. Alors, on a aussi gagné sur cette idée-là d'une forme très simple, parce que dans la tête des gens, un parc, c'est quelque chose d'une forme assez conventionnelle, rectangulaire, carré, voilà, et que souvent on fait des parcs par petits bouts et que les gens n'appréhendent pas ça comme un parc. Donc on a gagné sur cette idée de se servir des limites de cathédrales comme une des clôtures du parc, de passer à travers les cathédrales pour rentrer dans ce parc, et d'organiser les îlots autour, en lien avec ces relations qu'on pouvait avoir avec le patrimoine historique et justement ce parc, qui va également servir de gestion des eaux pluviales. Voilà, donc le plan directeur avec les cathédrales au cœur qui vont accueillir un grand équipement. J'en dirai un tout petit mot. Et l'idée, c'est justement d'avoir cette porosité entre l'équipement et le parc. Donc l'idée de ce concours, ça a été d'y intégrer en tout cas le premier musée de street art en France,
Il y a de nombreux musées qui ont ouvert. C'est un territoire, c'est l'essence même du territoire de la plaine de la Seine-Saint-Denis. Et cette culture qui est très diversifiée n'avait pas de lieu encore. Il y a eu plusieurs expositions qui ont été faites par ailleurs, à la Philharmonie ou ailleurs, mais il n'y a pas de lieu dédié à ça, alors que dans de nombreux pays ou autres, il y a un musée dédié au street art et au hip-hop. Et donc c'est ce qui a fait gagner aussi ce projet, c'est qu'on est arrivé avec un programme culturel dès la première consultation, alors que d'autres sont venus avec des programmes économiques pour valoriser l'opération. Et donc c'était d'en faire aussi un lieu de vie. Plein de supports différents pour communiquer sur l'usage et encore une fois cette idée de la forme urbaine, puisqu'on se trouve le long de la voie ferrée. Donc de fait, au-delà de la contrainte de pollution, on a des contraintes de nuisance sonore qui nous ont imposé de réfléchir à cette forme le long de la voie ferrée, parce que les études de bruit, je passe très vite, mais on était dans des niveaux trop importants pour y installer du logement. Et d'ailleurs, il y a des équipements publics, une école dont la cour est inondée de bruit, puisqu'on est sur le faisceau ferré, la voie du RER qui va à Charles de Gaulle. Et donc le projet urbain va apaiser justement, voilà, c'est des modélisations techniques pour le coup, qui testent des formes urbaines et qui montrent l'impact du bruit. Donc on voit bien, c'est tout en orange là sur la gauche de l'image, on a les constructions et on apaise le rang secondaire. Alors évidemment ça pose des questions sur l'architecture en tant que telle, mais on a aussi un certain nombre de réponses, donc c'est différentes réponses combinées qui font que dans le cœur du quartier on sera protégé du bruit. Évidemment ce travail de maquette, évidemment ce travail de mise en concurrence qui nécessite de produire des images, mais qui sont assez ça nous challenge au quotidien, évidemment. Ça nous a pris beaucoup de temps et on est très heureux voilà. Et ce qui génère aussi, encore une fois, un rapport à la densité qui se questionne et qui s'interprète et qui se travaille pour trouver le bon équilibre entre les entre le monument historique et le grand paysage. Et donc voilà, ce musée qui viendra s'ouvrir à terme sur le parc. Et l'intérieur du musée qui montre justement la préservation de ce volume. Je termine effectivement ce propos sur une expérience personnelle, et ça fait encore une fois le lien avec la pensée de Christian. Je disais en aparté que finalement, donc je disais en introduction que j'étais musicien, et que finalement, en aparté, dans les longues pérégrinations qu'on a pu avoir pour aller de projet en projet avec Christian, on n'a bien souvent pas parlé d'architecture et d'urbanisme, mais on a parlé uniquement de musique, et ça fera le lien aussi avec mon mémoire de HMO. C'est que finalement, entre la musique et l'architecture, et c'est ce qui passionnait Christian, c'était cette question de la construction, des modes constructifs, du rythme, de la ligne directrice, du silence, de toutes ces notions qu'on peut avoir en musique, qu'on retrouve, tu le disais effectivement, dans la partition finalement, et qu'on retrouve dans la construction. Et je termine avec un projet qui me tient à cœur, qui fait partie de mes autres engagements, puisque je suis président d'une association, et j'ai volontairement mis ce mot engagement, parce que finalement tout notre métier, ce n'est qu'une notion d'engagement au quotidien, mais aussi à côté de ça, dans la vie de tous les jours, s'engager dans une association, faire vivre un collectif. Ce sont exactement les mêmes enjeux que ceux du projet urbain, de ceux de notre agence multidisciplinaire. Que je dis toujours que dans un orchestre, qui est formidable, et ce qui m'a toujours passionné dans un orchestre, c'est qu'il y a tous les métiers du monde. Et que pour construire un projet tel que, je vais vous passer très rapidement les images, qui a été de se dire on va reconstruire notre bâtiment, le siège de notre association, parce que c'est une association qui a 150 ans, qui a cette chance qui possédait un foncier dans Paris, et un bâtiment dans lequel elle organisait ses répétitions. C'est avec tous les gens et tous les savoir-faire de ces gens qu'on a pu reconstruire ce bâtiment, qui était un énorme défi pour une association, à la fois de construire le programme, les besoins, d'assurer de la concertation, parce qu'on vient construire dans un environnement aussi avec des voisins, donc on a intégré les voisins dans ce cahier des charges. On a générer un concours d'architecture, comme on peut le faire sur d'autres projets, un concours international. On a retenu une agence qui est l'agence Avenier Cornero, qui nous a permis de reconstruire
nos espaces de répétition, une salle de concert et aller plus loin en se disant qu'on pouvait accueillir une saison musicale. Et pour, encore une fois, la question économique et de l'opération, puisqu'en fait on ne fait rien sans argent, donc ce partenariat a été fait avec la RIVP, le bailleur social de la ville de Paris, qui nous a reconstruit nos locaux et qui a construit au-dessus de nos locaux, puisqu'on n'avait qu'un bâtiment qui était en rez-de-chaussée historiquement, qui a construit 50 logements pour jeunes fonctionnaires, qui permet d'accueillir des infirmières de Sainte-Anne qui est juste à côté, on est dans le 14e arrondissement, des fonctionnaires de police de la prison, voilà, des gens qui n'accèdent pas à la propriété facilement dans Paris. Et à travers un projet associatif et à travers un engagement personnel sur ce type de projet, c'est aussi faire vivre la ville. Et j'en reviens à ma phrase du départ qui était de dire que finalement faire de l'architecture, c'est faire de l'urbanisme. Pour faire de l'urbanisme, il faut faire de l'architecture. Et c'est aussi bien le sens de l'enseignement ici à l'école de Nancy. Pour in fine, créer des lieux de vie, je passe très vite, et défier la technique aussi, parce que créer une salle en sous-sol qui accueille 200 personnes avec des logements au-dessus sur une parcelle très exiguë, c'est très complexe, plus d'autres programmations. Donc ça a été un bon jeu de Rubik's Cube, mais qui a généré un projet de très grande qualité et qui du coup nous a valu d'être effectivement nommé à l'Équerre d'Argent pour faire le lien avec celle qu'a pu avoir Christian de Villers, et qui a généré un bâtiment très ouvert sur son paysage, alors qu'historiquement c'était un bâtiment qui était très refermé, qui est dans l'essence même de cette animation des espaces publics, de savoir ce qui se passe dans ces locaux. Un bâtiment qui s'intègre dans la géométrie du bâtiment, qui est historiquement un très beau bâtiment des années 70, et qui vient en figure de proue dans un quartier qui n'avait pas ce genre d'équipement, et qui aujourd'hui rayonne. Il y a plus de 500 musiciens qui passent dans ce bâtiment par jour. L'année dernière, la première saison du bâtiment, on a accueilli 60 concerts, donc on en est très fiers, et je pense que c'est aussi ça notre objectif en tant qu'architecte, c'est justement de créer ces lieux et d'en être très fier à la fin. Voilà, et tout un vocabulaire autour de l'identité de l'association dans la construction, puisque l'association s'appelle la Sirène de Paris. Donc tout le vocabulaire de la mer qu'on retrouve dans les détails architecturaux, des très beaux détails architecturaux, et finalement un espace de vie pour grands et petits. Et je vais vous passer pour conclure, justement, voir se réaliser un projet, une petite vidéo justement de cette construction-ci.
et le hautbois qu'on entend, c'est Sébastien.